Bien, bonsoir à toutes et tous. Merci d'être ici aussi nombreuses et nombreux. Merci bien entendu à toutes celles et tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette soirée. Et bienvenue à celles et ceux dont, car c'est l'occasion, c'est le premier événement politique auquel ils participent, car l'année que je nous souhaite est une année où la politique sera nécessairement centrale, c'est entendu. Mais la politique telle que nous la concevons, si elle doit être centrale, c'est pour être porteuse d'espoir. Car au cœur de l'hiver, alors que le froid nous étreint, alors que nous apercevons des arbres sans feuilles, n'oublions jamais, et particulièrement nous qui sommes la force pouvant lever l'espoir, n'oublions jamais que les feuilles reviennent et qu'avec elles, le printemps revient toujours. C'est donc le premier vœu que je vous formule, que je nous formule, que nous soyons, que nous continuions à être, quoique les temps puissent paraître troublés, à être les porteurs du printemps. Depuis l'élection du 7 juillet dernier, c'est en réalité, pris par le mouvement des événements, l'histoire qui s'accélère, c'est en réalité le premier événement public, politique, la première réunion publique que nous faisons depuis l'élection. C'est donc directement à vous qui êtes présentes et présents, c'est à vous que je souhaite adresser, et par vous à l'ensemble de nos concitoyennes et de nos concitoyens, mes plus chaleureux remerciements d'avoir choisi pour Brest un député du nouveau Front populaire. Car en vérité, depuis juillet dernier, et j'avais commencé par le dire, c'était dès le début du mandat une grande tâche, un grand travail, de grandes responsabilités qui, en votre nom, m'attendaient. Eh bien, depuis début juillet, et j'ai l'intention cette année et les suivantes de continuer, je tâche d'être à la hauteur et d'honorer le mandat que vous m'avez confié, un mandat populaire, un mandat pour la transformation sociale et écologique, pour le renouvellement démocratique de ce pays, un mandat qui donne tout son sens à l'idée de République que nous défendons et dont certains voudraient, d'une certaine façon, en défiant l'histoire et le sens commun, nous exclure. S'il y a des républicains dans ce pays, et si dans le temps que nous vivons, il en restera jusqu'au bout, c'est bien au nouveau Front populaire et à la France insoumise. Les premiers vœux que je souhaite vous porter sont des vœux de paix. Car vous l'avez vu comme moi cette semaine, Donald Trump est arrivé, nouveau président des États-Unis d'Amérique, et avec son arrivée comme nouveau président des États-Unis d'Amérique, se révèle en réalité le vrai visage des États-Unis d'Amérique. Un pays qui ne connaît que son intérêt, un pays qui est capable d'exercer, lui aussi, comme d'autres, des pressions impérialistes, y compris sur l'Europe, et cela pour sécuriser ses ressources, pour défendre sa position dominante au niveau international. Et si ce pays est prêt à tout, et c'est bien le message qu'envoie Trump au niveau international, s'il est prêt à tout, alors il agit comme une puissance de déstabilisation majeure, une puissance qui risque d'entraîner le monde vers des conflits dont nous ne voulons pas, auxquels nous nous opposons, à la perspective de laquelle, bien entendu, la France doit se refuser. Je pense aux déclarations que vous avez toutes vues de Donald Trump, disant que le Canada pourrait être un nouvel État des États-Unis d'Amérique,
que le Groenland mériterait l'annexion, ou encore le Panama. À toutes ces provocations, et je le dis comme député membre de la Commission des Affaires étrangères, à toutes ces provocations, la réponse de la France a été manifestement et lourdement insuffisante. Je ne considère pas qu'il soit opportun, de la part du ministre des Affaires étrangères, de déclarer que, eh bien, si Trump menace d'annexer le Groenland, c'est, je cite, qu'il promeut les intérêts américains et ainsi, là encore je cite, qu'il fait son job. Non. Et l'Europe, et en particulier la France, doivent se poser et s'imposer comme puissance de défense du droit international, comme puissance universaliste, comme puissance qui jamais ne lâchera sur les droits humains ce grand principe que la France a partagé avec le monde entier et dont nous restons et sommes profondément fiers. C'est d'ailleurs en ce sens que dès le mois de juillet dernier, étant élu député, je me suis rendu au Panthéon. Et au Panthéon, là encore, en notre nom, j'ai rendu hommage à Jean Jaurès et à cette grande femme qui était Germaine Tillon, qui avait été déportée, qui, avec courage, avait survécu et avec chance, parce que c'était tellement horrible cette époque qu'elle décrit si bien, et qu'elle, toute sa vie par la suite, elle l'a consacrée à la lutte contre le racisme, à la lutte contre l'antisémitisme, à la lutte pour l'égalité humaine, ces combats que nous portons aujourd'hui, toujours aussi haut, toujours aussi fort. Et c'est bien pour cela, et à partir de ces principes, que nous pouvons défendre la paix et la paix universelle. Et je vois Claude ici de l'association France-Palestine Solidarité qui mène un travail remarquable de mobilisation pour le cessez-le-feu dans le Proche-Orient. Eh bien, je le dis, lorsque les trompettes de la guerre sonnent partout, il faut avoir et manifester le courage de la paix. Je vous souhaite pour cette année le courage de la paix. Et je salue, puisque c'est notre engagement commun, je salue le cessez-le-feu à Gaza. Le cessez-le-feu à Gaza est intervenu et c'est une excellente nouvelle. Désormais se pose la question des conditions politiques d'une paix durable. Et la France, qui reste une grande puissance diplomatique, doit prendre toute sa part à ce que soit posée la question de l'occupation des territoires qui ne devrait pas l'être, à ce que soit posée enfin la question de la reconnaissance de l'État palestinien, et qu'enfin, car c'est notre souhait, car c'est notre combat depuis bien longtemps, les peuples israéliens et les peuples palestiniens puissent vivre côte à côte et coexister en paix. C'est pour cela, et pour cela seul, que nous n'avons cédé sur rien depuis que ce sujet est devenu central dans le débat public. Pas de paix sans justice. Pas de paix sans justice, et je formule également que vienne le cessez-le-feu en Ukraine, qu'il vienne au Soudan, qu'il vienne en République démocratique du Congo, tout juste envahi par le Rwanda, qui souhaite également annexer l'une de ses provinces. En ces temps troublés, la France a un choix. Et quant à moi, je ne regrette pas le mien d'avoir décidé de siéger à la Commission des Affaires étrangères. Et je redis ce que j'ai dit au début de mon mandat. Pour tout républicain, la politique internationale commande la politique de défense et pas l'inverse. C'est pourquoi nous devons refuser de nous laisser entraîner dans une logique d'affrontement entre blocs, dont nous ne connaîtrions d'ailleurs pas par avance la composition exacte. Et je le dis très clairement, la doctrine de non-alignement que nous portons depuis des années, c'est-à-dire que la France ne s'aligne sur aucun intérêt impérialiste dans le monde, cette doctrine du non-alignement, qui renvoie par certains de ses aspects à la doctrine du général de Gaulle,
Eh bien, cette doctrine n'a jamais été aussi d'actualité. Nous avons besoin d'une France indépendante au service de la paix. C'est ce pourquoi nous allons nous engager. Car, quelles que soient par ailleurs vos opinions sur ces questions très complexes que sont les questions internationales, nous partageons tous, et j'en suis absolument convaincu, la conviction qu'à l'ère atomique que nous vivons, l'affrontement généralisé entre puissances nucléaires pourrait signifier la fin de l'humanité et signifierait à coup sûr un désastre absolu et des horreurs sans nom. C'est donc bien le sens du combat pour la paix aujourd'hui. C'est le sens non seulement de la défense des principes universalistes qui sont les nôtres, mais c'est également le refus ferme, total, que tant et tant de civils aient à souffrir de guerres dont l'objectif est bien souvent vain et ne saurait apporter quelque bonheur que ce soit. Il est inacceptable, où que l'on se trouve, où que l'on soit, qu'un enfant meure lors d'un conflit. Et combien tant et tant sont mortes à Gaza l'an passé? Combien? 96% des enfants qui restent aujourd'hui à Gaza ont une sensation de mort imminente. Ils craignent de mourir demain. Je veux que depuis cette salle, nos pensées de solidarité aillent à tous les enfants qui dans le monde ont à souffrir de cette horrible conflictualité qu'ils n'ont pas choisie et à laquelle nous devons refuser qu'ils soient soumis et qu'ils subissent. Et je salue bien entendu la libération des otages israéliens, comme je salue la libération de prisonniers palestiniens qui ont été, à l'occasion de ce cessez-le-feu, libérés. Voilà un pas pour que la justice amène la paix. Et alors ici, je suis avec d'autres, bien entendu, le porteur d'une initiative transpartisane qui s'inscrit dans la défense du multilatéralisme. C'est un projet qui a été monté par l'Université de Bretagne occidentale, notre université ici, par des chercheurs, par des personnes particulièrement intéressées autour des questions à la fois maritimes et de droit international. C'est le projet d'une université des Nations Unies autour de l'océan. Je vais en dire un mot car il n'y a pour l'instant au monde que 12 instituts de l'Université des Nations Unies. Et ce serait donc en France le 13e. Et il serait, c'est la proposition, implanté à Brest. Je me bats pour que ce projet avance avec d'autres. Je veux d'ailleurs dire ici que le maire, qui était excusé car il ne pouvait être parmi nous, mais que j'ai eu au téléphone peu avant, se bat également pour que ce projet puisse voir le jour ici et qu'avec plusieurs députés, alors on n'ose plus dire de la majorité, je vais vous expliquer ensuite pourquoi, mais enfin toujours est-il que c'est ça formellement, on s'inscrit comme groupe à la majorité. Bon, il ne faut pas que je chambre trop parce qu'il ne faut pas qu'ils retirent leur signature. Mais enfin, toujours est-il qu'il y a un certain nombre de députés du MoDem, d'Horizon, de Ensemble pour la République, qui est le nouveau nom de En Marche, qui signent cette proposition transpartisane. C'est le cas également de députés du groupe Lyot et bien entendu de très nombreux députés du Nouveau Front Populaire. C'est une proposition pour que les Nations Unies concluent un accord de siège, c'est-à-dire qui valide en fait en principe cette création d'université, donc que le gouvernement français signe ça avec l'ONU. Donc on pousse là-dessus et c'est quelque chose qui peut aussi prendre un sens davantage concret à l'occasion du sommet des Nations Unies sur la mer qui se tiendra à Nice au mois de juin. Donc voilà, je voulais vous partager cela car une chose est la défense des principes et l'autre chose, toujours incessamment, c'est aussi cela le sens de l'engagement politique, la matérialisation de ces principes, leur concrétisation, le fait que nous puissions en faire quelque chose. Et en l'occurrence, ce serait une magnifique institution de coopération scientifique internationale que je nous souhaite d'obtenir ici à Brest. Merci. Un combat dont je veux signaler que je le mène également avec des députés macronistes. Vous allez vous demander, mais qu'est-ce qui lui arrive? Mais
je veux quand même le souligner parce que c'est important, dans les temps que nous vivons, de comprendre qu'il y a tout de même parfois des gens sensés un peu partout. Et ce combat, c'est celui de la défense de l'aide publique pour le développement. Là encore, nous nous trouvons sur le sujet de la coopération internationale. La version qui sort du Sénat du budget prévoit 2 milliards de coupes dans l'aide publique au développement. 35% du budget, le tiers. C'est pire, à vrai dire, c'est bien pire, puisque c'est 700 millions de plus de coupes que dans le budget Barnier. Je dirais donc, ce ne sont pas seulement les mêmes causes qui doivent produire les mêmes effets, ce sont des causes pires qui doivent produire le même effet dans 2 semaines, la censure du gouvernement Bayrou. Et ce sont là mes seconds vœux. Ce sont mes vœux pour l'unité populaire. Je commence par dire que l'ennemi le plus redoutable de l'unité populaire, nous savons lequel il est. C'est l'extrême droite. C'est le très mal nommé Rassemblement national. Car lorsqu'on fonde tout son projet politique sur le racisme, sur l'antisémitisme, sur la haine de l'autre, alors c'est tout le contraire de l'unité nationale et de l'unité populaire que l'on produit. C'est la division sans cesse et toujours pour servir les mêmes, toujours pour servir ceux qui, depuis des années, n'ont de cesse de produire une chose, le pillage de l'État, de nos biens communs et de nos services publics. Voilà à quoi sert le Rassemblement national, à servir la soupe aux plus riches, toujours à les défendre, toujours à marcher dans les pas de Vincent Bolloré. Cette extrême droite qui a bien compris la nécessité de porter le combat sur le plan idéologique, qui rachète des médias, qui rachète des maisons d'édition, qui rachète des journaux et qui partout avance. Partout jusqu'où? Jusqu'où? Jusqu'au ministère de l'Intérieur. Je n'ai pas peur de le dire. Notre ministre de l'Intérieur incarne dans ce pays tout ce que nous rejetons, à savoir l'extrême droite, la haine de l'autre et le racisme. Et j'ai de ce point de vue été tout de même, je crois comme vous, profondément choqué par les réactions qui ont suivi la mort de Jean-Marie Le Pen. Multiples condamnés pour antisémitisme, négationnistes, racistes. Eh bien, le Premier ministre trouve à dire que lorsqu'on le combattait, on savait quel combattant il était. Le ministre de l'Intérieur dit « Ah, quoi qu'on pense de ses opinions, eh bien, finalement, c'était également quelqu'un qui savait combattre, etc. » Je ne sais plus la formule exacte. Eh bien, si vous voulez, dans un cas comme dans l'autre, quelques mois après qu'une élection ait tout de même envoyé un signal très clair. Quel a été le signal du 7 juillet au soir? Que la France et les Français ne voulaient pas de l'extrême droite. Ils l'avaient refusé, y compris, même si c'est dans une proportion moins grande, y compris les électeurs macronistes l'ont refusé. Et on se retrouve à la fin avec Bruno Retailleau au gouvernement qui chante les louanges de l'association d'extrême droite Némésis, ouvertement raciste. Bruno Retailleau qui parle des belles heures de la colonisation. Bruno Retailleau qui considère au moment des révoltes urbaines qu'une partie de la population, je cite, est revenue aux origines ethniques. Eh bien non. Ce n'était pas le sens du suffrage universel et de l'expression de la souveraineté populaire des Français le 7 juillet dernier. C'était tout le contraire. C'était l'aspiration à plus de justice, à plus d'égalité, au partage des richesses, à ce que vienne enfin l'accomplissement d'un programme d'égalité et de justice sociale. Et nous avons, de ce point de vue, pris des engagements très clairs avec le nouveau Front populaire. Et c'est la première phrase du programme. Le nouveau Front populaire est une coalition formée pour rompre avec le macronisme, pour proposer
une politique alternative au macronisme et pour refuser la continuation du même. Lorsque je vois dans l'hémicycle des ministres s'exprimer de ce gouvernement macroniste et dire « notre politique économique a produit ses résultats depuis 7 ans », il faut la continuer, allons-y. Eh bien, lorsqu'ils font cela, ils nient le sens de la démocratie et surtout, ils ont bien l'intention de continuer à nous enferrer dans leur politique de malheur. Je le dis avec la plus grande clarté, mais également avec de la sympathie que vous me connaissez. Je dis que le nouveau Front populaire, en aucune façon, n'est là pour servir de point d'appui ou de béquille au macronisme. Et je le dis avec calme, avec détermination. Aucun député du nouveau Front populaire n'a été élu pour servir de béquille au macronisme. Pourquoi Macron nous a-t-il refusé le gouvernement en juillet dernier? Alors ça, vous voyez, quand on recommence à dire ça dans les médias, parce qu'il m'arrive de participer à des débats, « Oh non !» Tout de suite, c'est ça. « Ah non, vous n'allez pas recommencer à nous saouler avec ça !» Mais c'est vrai, des élections en démocratie, mais ça, c'est fatigant à la fin. Pourquoi parler des élections et de leur sens? Ben non. Bon, eh bien si, désolé, on est un peu les têtes dures. Eh bien, on en reparle. Pourquoi? Parce que si Macron a refusé un gouvernement au nouveau Front populaire, c'est que ce gouvernement, immédiatement, par décret, augmentait le SMIC de 15%, augmentait le point d'indice des fonctionnaires de 10%, abroger le décret d'application de la réforme des retraites à 64 ans, et bon courage au gouvernement d'après pour rétablir tout ça ou revenir sur ces mesures. Voilà le sens du nouveau Front populaire. Voilà la garantie qui apporte la France insoumise. Parce que la France insoumise, au sein du nouveau Front populaire, et nous l'avons montré avec nos camarades écologistes, communistes et les 8 courageux socialistes qui ont voté la censure la semaine dernière, nous sommes ceux qui ne lâchons pas. Je suis, avec d'autres, fidèle à mes engagements. Je les tiens et j'appelle tout le monde à en faire autant. C'est le sens de l'insoumission. L'insoumission suppose et implique une forme de détermination qui refuse le chantage médiatique, qui refuse le chantage d'un sens commun qu'il est plaisant parfois de s'inventer, qui refuse que nous cédions au moment où l'extrême droite avance partout dans le monde, que nous cédions sur nos principes. Car le jour où nous cédons sur nos principes, alors la pente est prise. Il faut donc proposer, continuer à construire avec méthode la possibilité d'une alternative par la gauche dans ce pays, par l'unité populaire. Et l'unité populaire se construit par une chose, la certitude qu'il existe dans ce pays à gauche des forces fidèles à leur engagement, en cohérence, et qui l'appliqueront lorsqu'ils gagneront les élections encore plus largement. Et je le dis d'ailleurs tout aussi tranquillement. Il est vrai que la France insoumise n'est pas particulièrement bien traitée dans les médias. Voilà. Hein. Alors, je ne parle pas de la presse locale, qui est présente ce soir, qui fait un travail qui n'a jamais vilipendé particulièrement aucune force politique. Mais je dis qu'il y a quand même une petite ambiance autour de la France insoumise. Et il est bien normal qu'au sein de la tradition historique, longue, plurielle de la gauche, différentes perspectives existent, différentes tactiques, différents, y compris modes d'action. C'est l'histoire même de notre pays. C'est normal. Et je l'accepte tout à fait. Mais je veux le dire aussi. C'est normal qu'il existe, et c'est même nécessaire à ce stade de l'histoire, une force
clair, qui ne cède pas sur les engagements, qui travaille sur un programme de gouvernement qui sera tôt ou tard appliqué et qui permette de retrouver la confiance populaire qui a été rompue entre 2012 et 2017 dans des secteurs considérables de la population. Et c'est pourquoi, député de la Nation et conscient que je ne représente pas que les sympathisants de la force politique qui m'a confié la possibilité d'être candidat ici. Conscient de cela, conscient du sens du mandat républicain, je veux également dire et répéter, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la France insoumise est bien entendu une force pleinement républicaine, mais je dirais même davantage, il n'y a aucune raison d'avoir honte d'être insoumis, il n'y a aucune raison de céder à la pression qui nous est mise tantôt sur la question du partage des richesses, tantôt sur la question de la paix, tantôt sur des questions fondamentales comme l'interdiction des méga-bassines, si je pense à la question de la protection de l'eau. Il n'y a aucune raison d'avoir honte d'être insoumis, et je vous dis même un petit secret. Je suis très fier de participer de ce grand mouvement populaire dans le pays qu'est la France insoumise. Parce qu'en réalité, une autre politique est toujours possible. Cette autre politique qui est toujours possible, c'est également une autre politique économique. Je ne vais pas vous saouler avec des chiffres, mais tout de même, un seul pour que vous le reteniez et que vous le partagiez. Le budget Bayrou, tel qu'il est aujourd'hui, compte 7 milliards de coupes supplémentaires que le budget Barnier. C'est 34 milliards de dépenses en moins entre l'État, la sécurité sociale et les collectivités territoriales. C'est donc, encore une fois, un budget que nous n'avons d'autre choix, en cohérence avec notre programme, de refuser, et c'est un budget sur lequel nous n'avons d'autre choix, dans cette même cohérence, que de censurer le gouvernement. Parce que la politique de l'offre, alors bon, je vous la fais simple, la politique de l'offre, c'est de dire faisons pleuvoir l'argent public sur les grandes entreprises et sur les plus grands patrimoines, et eux, d'un puits de sagesse, n'est-ce pas, hein, parce que eux, ce sont les raisonnables, les gens qui réfléchissent, hein, parce que, entre nous, les universitaires sous-payés qui font tenir à bout de bras l'université publique dans ce pays, à 1,2 ou 1,3 SMIC, là, ça ne réfléchit pas, c'est des islamo-gauchistes. Hein. J'espère que vous avez retenu la leçon. Bon, plus sérieusement, il faut préserver la liberté d'enseignement et de recherche, c'est une des conditions fondamentales de la démocratie. Et donc, moi, je suis un peu déçu depuis le début du mandat, parce que lorsque vous avez des débats sur les questions budgétaires, eh ben, c'est toujours un peu la même chose. Vous avez donc des gens qui perdent les élections de façon régulière, quand même, qui ont 200 députés de moins qu'en 2017, eh ben, qui vous expliquent que les parlementaires du Mouvement Front Populaire n'ont rien compris, que quand même les lumières de la science économique, ce sont eux. Mais alors, comment nous trouvons-nous avec un tel montant de dette et de déficit? Et surtout, pour quels investissements? Comment nous trouvons-nous simultanément dans une telle situation d'endettement public et d'effondrement de nos services publics? Qui sont les génies qui ont inventé ça? Comment y a-t-il autant de plans de licenciement dans le secteur industriel? Demain, et je leur transmettrai votre soutien, je vais soutenir les fondeurs de Bretagne qui, à de nombreuses reprises, ont sauvé leur boîte par la mobilisation. Mais qui donc a produit ce désastre? Qui donc? Eh bien, pas, vous les écoutez dans l'hémicycle, pas eux. Parce que je peux vous dire, parfois on nous dit « Oh là là, ils sont énervés, les insoumis, mais alors vous seriez terrible. » Alors, franchement, moi au début, ça me faisait drôle. Je me disais ils sont à ce point. Alors évidemment, c'est terrible. Alors ça, c'est beaucoup vu pendant le débat sur les retraites, quand on a voulu l'abrogation de la réforme des retraites en novembre. Alors là, il y en avait qui étaient là, 64 ans, tranquille, on pète la forme. Eh bien, qu'ils aillent voir les ouvriers de l'agroalimentaire en Bretagne, si à 30 ans, à mon âge, ils pètent la forme. Ben non, ils ont des ceintures lombaires au dos, parce que dans ces conditions, le travail finit par vous tuer. Voilà la réalité qu'ils ignorent, voilà ce qu'ils ne savent pas, voilà ce monde dans lequel, évoluant séparés, ils n'arrivent pas à percevoir la réalité sociale.
Mais il y a encore pire que cela. Il y a encore pire que cela. Elisabeth Borne. Alors, oui, ça vit son œuvre, mais pas uniquement. Elisabeth Borne nous raconte avant la censure du gouvernement Barnier qu'au 1er janvier, nos cartes vitales ne fonctionneraient plus. Ah! Alors, on était ébahis de voir une telle déclaration. Elle le sait que c'est un mensonge. Elle ment. Et je vais vous le dire, dans un tel contexte assez instable, assez trouble, eh bien, c'est grave de mentir. C'est très grave de mentir. Et ça s'appelle tout simplement du Trumpisme. Voilà. Voilà ce dont ils sont capables. Ce ne sont pas les gens raisonnables qu'ils prétendent être. Ils ne sont pas ainsi. Ils mentent éhontément, de la même manière que de dire que si la France ne se dotait pas d'un budget, tout s'effondrerait, c'est faux. Les crédits de l'année précédente sont reconduits, et je vais vous dire une chose. Si le budget Bayrou venait à être adopté, c'est un budget pire que le budget 2024. Donc en réalité, dans un tas de secteurs, l'adoption de ce budget serait une saignée et serait bien pire que la reconduction des crédits. J'en termine avec mes troisièmes vœux. Mais je fais une réunion demain à La Roche-sur-Yon, donc vous pourrez suivre, comme ça je vais faire synthétique. Enfin, on ne diffuse pas encore en live mes trucs. Vous voyez, ici on est à la bonne franquette, j'ai vu les vœux de Douainou. C'était très sympa de voir les Douainousiens. Et alors, c'était un meeting à l'américaine. Vous aviez des lumières violettes, des arbres de partout, de la petite musique et tout. Bon. Nous, on a de la musique en live parce que c'est tellement important de voir les artistes et de féliciter leur création. Ici, c'est la France de l'exception culturelle. Ici, c'est Brest. Des vœux, mes derniers vœux vont donc, vous l'avez compris, il y a quand même un problème démocratique dans ce pays. Mes derniers vœux sont très simples. Ce sont des vœux pour que vienne enfin, et le plus tôt possible, et sans doute cette année, la 6e République, qui est une aspiration commune et largement partagée dans le pays. Car de la monarchie présidentielle, nous n'en pouvons plus. Nous n'en pouvons plus du monarque. Nous n'en pouvons plus qu'il maltraite ainsi la parole internationale de la France. Lorsqu'Emmanuel Macron dit que les Haïtiens sont des cons, lorsqu'il dit que les pays du Sahel auraient plutôt dû dire merci, lorsqu'il va ici, sur le territoire national, à Mayotte, dire à nos compatriotes « Si vous n'aviez pas été en France, vous auriez été 10 000 fois plus dans la merde ». Comment cela se fait-il que dans ce pays, la presse accepte que le président de la République parle ainsi? Comment se fait-il qu'il n'y a pas une répudiation plus large pour dire qu'on ne peut pas humilier ainsi la parole d'un grand pays comme la France? Il doit partir et nous nous en porterons tous mieux. Il doit partir et que vienne, horizon positif que je vous propose, une 6e République de l'intervention citoyenne, avec le référendum d'initiative citoyenne, avec le référendum révocatoire, qui, si nous l'avions à cet instant, aurait déjà permis d'évacuer un des principaux problèmes de ce pays. Une République où les parlementaires seraient pleinement respectés et se verraient confier davantage de pouvoir d'enquête, notamment. Je vous le dis parce qu'il y a d'autres démocraties parlementaires où il y a beaucoup plus de moyens pour les équipes des députés. Je vous le dis parce que je pense que c'est important d'expliquer ce genre de choses. Encore une des pentes que nous ne devons pas prendre, l'antiparlementarisme. Cela a toujours nourri l'extrême droite, toujours. Et vous remarquerez que le plan de Macron est tout de même d'essayer de faire porter le chapeau de l'instabilité politique aux parlementaires. Mais au lieu d'avoir plusieurs chapeaux, on peut quand même considérer la situation plus simplement. Il n'y a qu'un seul chapeau, c'est celui de celui qui aimerait bien porter une couronne, et c'est le président de la République qui est le seul responsable de la situation de chaos qu'il a lui-même créée. La 6e République serait bien entendu également l'occasion d'une déclaration des nouveaux droits
adapté à l'époque, adapté aux nouveaux défis qui se donnent à nous, notamment le défi écologique. L'immense chantier qui est devant nous avec le changement climatique et la 6e extinction de masse des espèces. Il faut que cela soit gravé dans le marbre constitutionnel. Il faut que la propriété soit redéfinie comme un droit d'usage et non plus un droit absolu, car c'est ainsi que nous pourrons mener véritablement dans le pays des politiques à la hauteur de la crise. Voyez-vous, une déclaration des nouveaux droits non seulement renouerait avec la grande tradition historique de la France républicaine, mais elle permettrait aussi, chose que nous souhaitons toutes et tous, d'ouvrir un horizon positif et un horizon nouveau. Et avec la 6e République, ces derniers vœux que je vous souhaite sont des vœux joyeux. Éprouvez la moindre joie qui vient, faites-en une force, donnez-vous entre vous du courage, car c'est ainsi que nous pourrons faire reculer ceux qui sont les héritiers historiques des franquistes, franquistes qui criaient « Vive la mort !» Et nous, nous sommes les héritiers historiques des républicains espagnols qui leur répondaient « Vive la vie, à bas la mort !» C'est dans cette longue histoire des luttes sociales et politiques, des conquêtes de droits, des congés payés, de la retraite à 60 ans obtenue en 81, c'est dans cette longue histoire que nous nous situons. Et lorsque je parle de joie en politique, je n'ai pas honte de reprendre ce beau slogan du Parti socialiste qui disait « Oui, il faut changer la vie. Changeons la vie, les amis !» Nous sommes qui nous sommes, nous savons d'où nous venons. Nous savons aussi qui nous représentons. Et je n'oublie pas, ici particulièrement à Brest, qu'en 2017, qu'en 2022, et bien entendu, en juillet dernier, à chaque fois, les principaux bureaux des quartiers populaires de cette ville m'ont porté en tête, nous ont porté en tête, ont porté notre programme de rupture en tête, et je les en remercie tout particulièrement, et je sais que la base que nous incarnons est une base populaire, bien ancrée comme l'était celle des Pennes Sardines. Je suis allé au centenaire des Pennes Sardines à Douarnenez. Et excusez-moi de rigoler un peu quand certains disent « Oh, le Finistère, terre de convivialité, où tout le monde s'aime bien ». Où il fait bon vivre, et alors, il ne faudrait tout de même pas insérer quelques disputes politiques là-dedans, puisque finalement, bon ben, je sais pas, on aurait un tempérament, je sais pas si c'est la pluie, mais un tempérament tranquille, voilà, à l'aise, bon, oui, non, je suis d'accord. Mais lorsqu'on voit les Brestois et les habitants autour, lorsqu'on voit les douarnenistes, ben on se dit on est tranquille, mais quand c'est trop, c'est trop. Et la grande mobilisation des Sardinières nous le rappelle. Quand c'est trop, c'est trop. Et cette belle mobilisation était non seulement une grande grève menée avec brio, c'était une grève de femmes ouvrières. Et je veux dire que là, c'est également une des grandes causes qui porte la 6e République, car la 6e République sera une 6e République féministe. J'étais à Douarnenez, je le disais, pour vous représenter, on a refait la photo. Parce qu'il y a une photo avec les Sardinières. Et j'étais avec Françoise Pencalette, la petite fille de Joséphine, qui avait fait la grève, et qui a été première élue conseillère municipale à Douarnenez. Et alors elle m'a dit, mais viens avec ton écharpe, tu vas te mettre à côté de nous, à la place où était Daniel Le Flanchette. Le Flanchette, c'était le maire de Douarnenez qui avait pris une balle, hein, parce qu'il faut voir aussi, la convivialité, nanana. Attends, quand les intérêts des grands patrons sont attaqués, c'est pas la fête, hein. Ils sont parfois prêts à tout, hein, souvenons-nous-en. Donc, le Flanchette avait pris une balle, ça a quand même un peu envenimé la situation. Ils se sont dit, il vaut mieux qu'on cède, ça va un peu loin. Ok. J'espère et je nous souhaite que la paix civile reste dans ce pays aussi. Bon. Et donc, on m'a mis à la place de Le Flanchette. Et ça me fait d'autant plus rire qu'ici, la boisson des dockers,
Bon, moi, j'étais au lycée, j'ai tenu le... Comment ça s'appelait déjà? Attends, il est où, Pierre? Voilà. Le pouce-café, ouais, c'est ça. Ouais. Le pouce-café. Alors bon, ça, c'était au lycée. On te coupera au montage, parce que c'était des sacrées soirées qu'on finissait là-bas. Bon. Et... Alors, je le dis, par contre, moi, ce mois-ci, je ne bois pas. Et je pense que c'est pas mal, parce que ça permet aussi... Il y a un vrai problème de santé publique autour de ça, et j'en parle avec sérieux. Donc, c'est bien aussi... c'est d'ailleurs le principal intérêt de ce mois où on incite les gens à ne pas boire, c'est que même s'ils arrêtent de boire 2 semaines, ça permet déjà de voir si on est en dépendance ou pas. Bon, bref, le flanchec, eh ben, c'est le nom d'un verre de rouge grenadine. C'était la boisson des dockers, parce que le flanchec, c'était un rouge. Et alors, je vous fais une petite confidence, j'avais dit à une amie un jour, ah, ce serait drôle qu'un jour, il y ait un petit verre de rouge qui s'appelle Cadalin. Et alors, à cette époque-là, et sans faire offense à personne dans la salle, à cette époque-là, j'étais au Parti Socialiste, j'y ai passé 3 mois. Et alors, mon amie m'a dit, parce qu'elle voulait déjà me convaincre de faire autre chose, elle m'a dit, ce serait quand même un rosé très pâle. On coupera tout ça au montage. Bon. Mais... Bon. Je vais vous laisser boire un coup de ce que vous voulez. Je voulais terminer sur cette note joyeuse parce que c'est cela qui aussi nous rassemble. C'est cela qui permet de faire exister autre chose dans ce pays. Et c'est ça qui permet de ne pas être écrasé parfois par le poids des événements dont nous sentons qu'ils peuvent nous échapper. Mais quelle que soit la trajectoire des événements, si nous nous maintenons ensemble, si nous savons produire des collectifs qui, à tel moment, mèneront telle lutte sociale, à telle autre, telle lutte environnementale, qui sauront faire exister ne serait-ce qu'une flamme d'espoir possible. Fanny m'a dit d'ailleurs que le vert était la couleur de l'espoir. Et nous avons tous les deux une veste verte, sans d'ailleurs référence nationale. D'ailleurs, elle est jolie, ma veste verte. Donc, nous devons rester tous ensemble, unis dans cette perspective joyeuse. Et c'est pourquoi nous devons aussi chérir les artistes. Chérir les artistes et les créateurs qui, bien qu'ils soient, comme d'ailleurs bien des professions, de plus en plus enchaînées au poids terrible des appels à subventions, des appels à projets, des choses qui font, y compris qu'à l'université, les chercheurs deviennent plus des chercheurs d'argent qu'autre chose, mais c'est la même chose pour les artistes. Mais malgré tout cela, ils nous apprennent que nous pouvons, et nous pouvons, tout un chacun, parfois nous libérer des chaînes de l'utilité, parfois nous regarder nous-mêmes comme ce que nous sommes, des êtres humains, des êtres qui, dans la vie, trouvent pleinement leur sens à partager, trouvent pleinement leur sens à un dîner entre amis, trouvent pleinement leur sens à lire un poème au bord de la mer. Et c'est bien ce poème que je veux vous lire de Mahmoud Darwish, grand poète palestinien. L'eau dans les nuages a la forme illimitée dans ce qu'il nous reste du ciel. Et d'autres choses aux souvenirs suspendus révèlent que ce matin est puissant et splendide et que nous sommes les hôtes de l'éternité. Belle année à vous.